Marseille, 8 h du matin. Ce bateau part en mission. Une opération exceptionnelle se prépare aujourd'hui. Là, on sort de la baie de Marseille et puis on arrive sur le château d'If. On va tranquillement commencer la descente. De gros moyens ont été déployés dans les airs et sur la mer. La barge et l'hélicoptère convergent vers un chantier de restauration spectaculaire sur l'archipel du Frioul. Le château d'If a été construit au XVIe siècle. Aujourd'hui, certaines parties de ses remparts menacent de s'effondrer. Elles n'avaient pas été restaurées depuis 4 siècles. Seule solution pour acheminer le matériel, l'hélicoptère. Au sol, Philippe Allais supervise le chantier. La particularité de cet héliportage, c'est qu'il se fait d'un point qui est la barge sur l'eau vers un point fixe de l'île. Donc transférer des charges au niveau zéro, les monter de quelques mètres, c'est pas quelque chose de facile. On parle de plusieurs tonnes aujourd'hui qui vont transvaser de l'île vers le bateau. On est en milieu occupé, donc avec à la fois des visiteurs et des ouvriers, donc il faut assurer leur sécurité. François Gillet en est à sa 5e rotation. Aujourd'hui, il doit déplacer 80 tonnes de matériel. Ça y est, on arrive sur le bateau. Il faut se positionner bien vertical de manière à ce qu'ils attrapent le crochet. Le souci ici, c'est qu'on est en mer, donc forcément le bateau bouge. Et au bout d'un moment, on finit par avoir une impression de mal de mer. Ce qui est complexe en fait maintenant, c'est de garder la charge. On a des charges qui font à peu près 800-900 kg. Donc ce qui est périlleux en fait, c'est de ne pas faire prendre de ballon à l'élingue à la charge pour arriver avec le maximum de contrôle pour la poser directement là où il demande. Et voilà. Ok, largué. L'opération exige une parfaite coordination entre le pilote et la barge qui doit sans cesse manœuvrer pour rester stable. Il faut faciliter l'approche de l'hélicoptère, mais surtout éviter la collision avec les rochers. Clémence Creuset est sur le qui-vive. Nous dérivons par là parce que le vent de ce côté du château nous pousse sur l'île. Comme il ne faut pas être très loin pour l'hélico non plus, on reste près et on s'en rapproche rapidement. Après, avec le vent, la mer, on fait au mieux. Six heures plus tard, l'opération se termine. Mission accomplie pour Philippe. L'ingénieur du patrimoine se passionne pour l'histoire de cette citadelle provençale. Le lieu est stratégique parce qu'en fait, il est placé en plein milieu de la rade de Marseille, à proximité d'une autre île qui s'appelle l'île de Frioul, et la passe pour accéder au Vieux-Port est l'espace entre les deux îles. Donc les bateaux passent et de ce fait, il est facile de contrôler leurs allées et venues. Et François Ier, à la fois marquait par cet emplacement l'appartenance au royaume de France et la protection qu'il pouvait apporter dans la région, mais aussi il pouvait dire aux Marseillais qui étaient en face, attention, je suis là, je ne suis pas loin, je vous surveille. En 1540, 9 ans après sa construction, la citadelle royale devient prison d'État. Le marquis de Sade, Mirabeau ou Kléber y sont détenus.
Mais son prisonnier le plus célèbre est un personnage de roman. En 1844, Alexandre Dumas y enferme Edmond Dantès, futur comte de Monte Cristo. Aujourd'hui, sur le flanc sud, le chantier colossal a repris, à 12 mètres au-dessus de la mer. Il faut remettre en état les remparts, rongés par les embruns et les intempéries. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors là, on est carrément au-dessus de la mer. Et on voit bien l'abrasion et l'érosion des rochers par les vagues. Impossible d'accéder aux remparts extérieurs sans ce gigantesque échafaudage. Ce matin, Philippe veut vérifier un point particulièrement vulnérable à l'angle du bastion. Ah oui, c'est énorme là. Voilà, la partie est complètement dégradée. Vous avez tout ce parement là qui fait 1 mètre par 3 mètres de hauteur, qui est complètement Qui est parti à la mer. dégradé et qui est parti. En fait, on a cette maçonnerie là qui est plus fichée et qui s'enlève. Voilà. Là, on n'est vraiment pas loin de l'eau. Hein. Pour la partie basse, on est à 3 mètres, donc les vagues elles peuvent être au-dessus du rempart. Hein. Sans parler du sel aussi qui aide à la dégradation des mortiers à l'intérieur qui sont devenus complètement friables et inexistants. Ici, on est sur une maçonnerie du XVIIe siècle qui n'a pas été restaurée depuis très longtemps. Donc c'est sûr que superficiellement et en profondeur, on a une perte complète de cohésion entre le rocher et la maçonnerie. Mais ouais, non, c'est vraiment temps d'intervenir. Certaines pierres réclament un soin tout particulier. C'est le cas du cordon, la corniche moulurée qui délimite le haut du rempart, la marque de toutes les places fortes royales. Pour les tailler, il faut un ouvrier d'excellence. Pierre Bonnetête est compagnon tailleur de pierre. C'est une pierre qui est tendre, demi-ferme. C'est l'affût de l'outil ici qui fait que ça coupe, quoi. Chaque module a une taille différente que Pierre doit restituer avec précision. On vient relever caillou par caillou. Ils ont tous un petit numéro. Et voilà, on pose le caillou tel qu'il était, au même emplacement. Le travail de restauration nous oblige à respecter l'architecture qui était en place à l'origine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des modules, c'est-à-dire des longueurs de pierre régulières, alors que ce n'était pas le cas à l'origine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise les gabarits, qui varient suivant l'endroit où on est sur le chantier. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail délicat, pour lequel il faut avoir de la patience. Ouais. Donc zone 3, section 10. C'est un petit module, mais bon, on doit être pas loin de 80 kg, je pense. Voilà, c'est bon. Encore quelques centaines et c'est bon. « 150 mètres de remparts ont déjà été restaurés. Mais avant de lancer la prochaine tranche de travaux, il faut attendre le feu vert de 2 spécialistes de la biodiversité. Le soir venu, les ouvriers ont quitté le chantier. Une autre équipe prend le relais. On va aller vérifier le gîte qui est là-bas, on fera celui-ci après. Vincent Rivière et Vincent Mouret ont un objectif. Sauver un animal que les travaux pourraient anéantir. Prêt 1, 2, 3. C'est le plus petit reptile d'Europe. Et il est particulièrement discret. 3, hop là. Parfait. Ça nous fait 4 individus.
Je vous présente le Philodactyle d'Europe, espèce rarissime. Voilà, petite peau perlée, vous voyez, elle est légèrement transparente. Ce gecko nocturne vit dans les fissures des remparts dégradés. Les ouvriers risquent de l'emmurer vivant. Quand on vient travailler sur la réfection des enduits, fatalement, on est en train de détruire de l'habitat et on les dérange. C'est donc un énorme chamboulement pour eux. Et c'est là, d'ailleurs, toute l'idée de notre intervention et des travaux qu'on est en train de faire ici. C'est justement pour réussir à concilier les travaux menés sur la restauration des remparts et la préservation de cette petite bête fabuleuse. Pour mettre ce gecko à l'abri des travaux, ces naturalistes ont élaboré un programme de restauration écologique. Il se déroule uniquement la nuit. Je vais me mettre ici à côté de la porte, c'est bien. Les écologues installent leur campement dans la tour Mogover, l'une des 3 tours de ce château-prison. Les derniers qui ont dormi au château n'étaient pas vraiment volontaires. Nous, on l'est. C'est spartiate, mais bon, ça suffira pour cette nuit. Passer la nuit au château, c'est quand même un moment extraordinaire. Je pense que aucun des ouvriers ici n'a pu dormir vraiment dans le château, quoi. Cela dit, c'est clair qu'ici, il y a quand même plein d'histoires, mais nous, ça nous donne un petit frisson. C'est l'occasion d'associer une mission naturaliste plutôt sympa avec un cadre historique vraiment incroyable. Et c'est pas toute l'année qu'on a la chance de pouvoir dormir dans des lieux comme ça. Ça fait partie de la singularité de la mission. Les scientifiques sont désormais les seuls occupants de l'île. L'opération de sauvetage peut démarrer. 2 heures après le coucher du soleil, c'est le moment où les geckos sortent chasser sur les remparts. La traque peut commencer. Elle va durer jusqu'à l'aube. Ça, c'est le mur qui sera prochainement restauré. L'idée, c'est de venir récupérer tous les philodactyles en activité pour éviter qu'ils ne se fassent emmurer lors de la réfection des enduits. On n'a quasiment aucune chance de les voir dans la journée. Et la nuit, en revanche, ils sont actifs, ils se déplacent, ils viennent s'alimenter. C'est à ce moment-là qu'on peut réussir à les attraper. Là, il y en a un. Pour attraper ce reptile minuscule, il faut un sacré coup d'œil et une certaine dextérité. Ouais, c'est pas hyper simple. Hop là. Faut rester délicat, tout en étant capable de bien le maintenir. Toute la nuit, les naturalistes inspectent sans relâche chaque recoin du rempart. À l'aube, enfin, ils donnent un dernier coup de projecteur. On éclaire le mur, comme ça on sait que toutes les nuits, ça va être éclairé toutes les nuits. Et toutes les nuits, pendant les 3 semaines de travaux, il n'y a aucun philodactyle qui va pouvoir revenir, puisque la lumière, c'est ce qui les fait fuir. Cette nuit-là, les naturalistes ont recueilli 34 geckos qu'ils placent maintenant à l'abri dans ce gîte artificiel. Allez, bye. Depuis le début du programme, ils en ont sauvé 264. Ce serait quand même incroyable de ne pas réussir à conserver un bâtiment qui a des siècles de vie et un patrimoine biologique qui, lui, a des millénaires de présence. Et sur ce chantier-là, on a réussi à le faire. Avant de quitter l'île, une magnifique surprise les attend au large. Là, devant nous, là. Ah bah, ça bouge beaucoup, là. Il y en a quelques-uns, là. On est compté 11 avec au moins deux jeunes individus. Oh là là, à mon avis, ils chassent, là, un bon poisson. C'est pas possible, hein. Ouh. Voir des dauphins à la pointe du château d'If, juste en face de Marseille, c'est un spectacle rarissime. Donc oui, on est dans un espace qui est exceptionnel, dans un parc national périurbain, dans un espace qui est quand même très utilisé, et on a la chance d'avoir un paysage extraordinaire juste aux portes de Marseille. C'est quand même un bel endroit pour travailler, non?
À 110 km au nord de Marseille, nous arrivons dans la plaine de Carpentras. Ah, là, on est dans le pays de la vigne, dans les Côtes-du-Rhône, dans le Saint des Saints. Ah, regarde si c'est beau ces dentelles. Les dentelles de Montmirail, c'est un peu mon phare. Mon métier fait que je tourne souvent autour, de village en village, d'église en église. Et chaque fois, c'est mon repère, donc j'ai pas besoin de GPS. J'ai d'un côté les dentelles Montmirail, un peu plus loin j'ai le Mont Ventoux, j'ai le Luberon, donc j'ai mes collines en fait qui sont mes repères. Gilles Tournillon est un ébéniste d'exception. Toute l'année, il sillonne la Provence pour restaurer les boiseries sacrées des plus belles églises de la région. J'adore prendre les petites routes. J'ai presque honte de le dire, mais j'ai l'impression de ne jamais travailler, d'être tout le temps en vacances. Le patrimoine religieux de Provence est extraordinaire par sa densité. Je ne connais pas un village qui n'a pas au moins une église et une ou deux, voire trois chapelles. Tous ces édifices regorgent d'objets particuliers, singuliers, uniques, souvent réalisés par des artistes connus internationalement. Ce matin, Gilles a rendez-vous à Aix-en-Provence pour une mission de la plus haute importance. En chemin, il traverse les plus beaux villages du Luberon. Il y a restauré le mobilier d'édifices remarquables, comme ici, à Opède-le-Vieux. Regardez, Notre-Dame d'Alidon, perchée sur son promontoire rocheux qui domine toute la vallée magnifique. On va la voir apparaître là, c'est assez extraordinaire. Voilà, tout en haut là. Cette église est totalement inaccessible en voiture, donc il faut y aller à pied. Quand j'ai restauré les différents objets, nous avons monté tout à bras d'homme. D'ailleurs, on se demande comment on a fait pour bâtir cet ouvrage qui est en pierre de taille, avec des blocs assez importants. Il faut imaginer que chacune des pierres, chacun des blocs était monté à dos d'homme. C'est assez extraordinaire. À 11 km à l'est d'Opède-le-Vieux, Gilles va faire étape dans un célèbre village perché du Luberon. Donc ça, c'est Ménherbe. Il y a une église, l'église Saint-Luc, qui est remarquable. J'ai eu la chance d'y travailler pendant une dizaine d'années. J'ai restauré les boiseries du chœur, qui sont un chef-d'œuvre de l'art baroque local. Il y a des châteaux, il y a des hôtels particuliers magnifiques du XVIIIe siècle. Tout est beau. Cette ancienne place forte a conservé ses ruelles médiévales. Il ne faut pas avoir peur. Je l'ai fait une centaine de fois. Donc je connais les passages au millimètre près. Ça, c'est l'église Saint-Luc, juste là. Et elle a une toiture qui est assez extraordinaire, qui est construite avec des dalles de pierre. À peine arrivé, Gilles est interpellé par une habitante. Madame Copte, vous venez avec moi? Je vous suis. D'accord. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Une semaine plus tôt, un morceau du retable restauré par Gilles s'est décollé. C'est un élément de l'entablement, ça vient juste au-dessus de la colonne, là. Il est tombé de là, en fait. Ça s'est détaché à cause d'un dégât des eaux. Toute cette partie-là a été reconstruite à l'identique. Elle avait pratiquement disparu. On a resculpté des petites colonnettes qui sont ornées de rinceaux de feuilles de vigne et de grappes de raisin. Pour moi, c'est le plus beau cœur d'église que je connaisse en Provence. Il ne faut pas oublier qu'on n'était pas très loin d'Avignon. Et la présence même des papes à Avignon
a engendré une forme d'économie autour de l'artisanat. Et donc, il y avait des ateliers de fabricants de boiseries, de retables. Il y avait des doreurs aussi qui étaient installés dans la région et donc qui travaillaient pour les édifices les plus prestigieux, dans des endroits plutôt merveilleux. Nous quittons la petite église perchée de Ménherbe pour rejoindre la capitale historique de la Provence. À Aix-en-Provence, la cathédrale Saint-Sauveur recèle un chef-d'œuvre. Gilles est l'un des rares ébénistes français capables d'expertiser les œuvres peintes sur bois. Abrité derrière ses grilles, le buisson ardent est célèbre dans le monde entier. Nicolas Froment l'a peint en 1475, sur un panneau de peuplier qui bouge avec le temps. Jusqu'à la Renaissance, la plupart des tableaux étaient peints sur du bois, non sur des toiles. Une fois par an, Gilles et Sylvia examinent en détail une fissure qui menace ce triptyque. Je vais mesurer ici, voilà, là ici, tu essaies. Je pars sur le 1 cm pour avoir une échelle. On prend des mesures extrêmement précises pour vérifier que la fente ne se propage pas davantage. C'est une fente qui démarre à cette extrémité du panneau, donc on a bien le sens du fil horizontal, et qui va pratiquement, donc qui se poursuit là sur le buisson, hein, et qui va marquer pratiquement l'extrémité du panneau sur cette zone. On a pratiquement 2 mm d'ouverture. Donc c'est une ancienne fissure qui s'est réouverte suite à la canicule cette année. Les épisodes de canicule font courir des risques importants pour les œuvres peintes sur bois, puisque le bois est un matériau hygroscopique, donc qui réagit à son environnement et au climat. Chaque mouvement du bois est rigoureusement mesuré et enregistré. En fonction des résultats obtenus par Gilles, les spécialistes pourront améliorer les conditions de conservation de cette œuvre. L'inspection est maintenant terminée. Ce triptyque n'est ouvert que pour certaines cérémonies religieuses. Il est exceptionnel de pouvoir ainsi le contempler. C'est un privilège absolu de pouvoir approcher de si près ces œuvres et de découvrir tous les détails. Quand on la regarde, on ne peut pas imaginer la complexité au moment de la création de cet objet. Vous voyez le traitement des 12 rois de Juda. Nous avons un décor qui a été fait avec une pointe sèche. On est venu enlever de la matière sur l'or, ce qui donne donc ce dessin extrêmement fin et particulier qui pourrait ressembler, entre guillemets, à de la gravure. Sur cette œuvre, il y a tout qui me touche. Le niveau d'exécution qui est extraordinaire. Le toucher de Nicolas Froment est formidable à tout niveau. Ce qui m'émeut particulièrement, ce sont les carnations. Quand je regarde Moïse, avec les rides sur son visage, sur ses mains, sa pilosité, mais la manière dont le peintre est arrivé à montrer la vieillesse est absolument incroyable. Le lendemain, notre ébéniste repart pour une nouvelle mission très délicate. À 50 km au sud d'Aix-en-Provence, la basilique de Saint-Maximin est un haut lieu de pèlerinage. Elle abrite un autre chef-d'œuvre grand format. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, les 24 panneaux qui composent ce retable vont être démontés. Peint en 1520 par Antoine Rontzen,
Ils partent aujourd'hui en restauration. Gilles et son équipe sont chargés de ce déménagement à haut risque. Attention parce que c'est hyper fragile. On essaie de basculer un petit peu. Voilà. L'opération la plus délicate consiste à extraire les tableaux du châssis en bois doré créé au XVIIe siècle. Voilà, c'est bon. Pour accéder au panneau, il faut passer à l'arrière du retable et travailler dans un espace très exigu. Donc c'est un moment extrêmement important parce qu'on est en hauteur. Donc on prend toutes les précautions nécessaires pour éviter de faire courir des risques au moment de la dépose. Là, le panneau devrait se libérer. Voilà. Allez, on y va. Voilà. La concentration est maximale. Les gestes millimétrés. Voilà. 5 restaurateurs sont mobilisés pour assurer la sécurité des tableaux lors de leur dépose. Lâche, lâche, ouais, tu lâches, oui. C'est toujours un stress incroyable que d'avoir ces tableaux en main en faisant des manipulations toujours un peu périlleuses. C'est bon, je l'ai. On fait souvent des démontages pour des œuvres très importantes sur le plan des dimensions, mais rarement, on peut dire même que c'est la première fois que je le fais pour autant d'œuvres du XVIe siècle en même temps. C'est unique, je crois que très peu de restaurateurs ont eu la chance d'avoir un jour dans leurs mains autant de panneaux dans un même instant. Au bout de 6 heures, 20 tableaux ont déjà été démontés. Chacun est soigneusement photographié et répertorié. Paf. Le fait d'avoir mis la lumière en rasante, ça a fait réapparaître un petit peu la couche de moisissure qu'il y avait en surface. Aussitôt, Marine Victorien ôte la première couche de poussière. C'est une première découverte parce qu'elle va continuer après lors des opérations de décrassage et de nettoyage du vernis. Donc là, on a déjà enlevé une première couche superficielle qui dénaturait complètement l'œuvre, mais ça va encore continuer. Mais vraiment, là déjà, à ce stade-là, on a envie d'aller plus loin. Pour Gilles et son équipe, le démontage se complique avec le devant de l'hôtel. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? On a une dalle de pierre, là. Bon, comment on fait, là, pour démonter ça? Gilles découvre que le retable cache un autel en pierre. Il se demande comment accéder à l'arrière du tableau. Comment c'est fait, là, ce truc-là? Ouf, là, 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 là. Bah non, l'espace est hyper exigu. C'est le plus mince de l'équipe qui est envoyé en éclaireur. Qu'est-ce que tu vois, Fabien? Là, il y a le tachon qui est comme ça, c'est vissé comme ça, et il y a des clous comme ça. La seule solution est de démonter la face de l'autel. Ah, ça y est, ça parlait, là. 1, 2, 3. Il est très lourd. Voilà. Doucement, doucement. Donc voilà l'objet de nos souffrances, on va dire. Voilà, l'autel en pierre ancien. C'est une belle victoire. Mais les ébénistes ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont devoir inventer un système pour déposer le plus grand panneau tout en douceur. Il mesure 2,40 m de haut, 1,80 m de large et il pèse 80 kg. Le risque absolu, bien évidemment, la peur de tout restaurateur, c'est qu'un tableau nous échappe. C'est juste ce cauchemar, en fait, que l'on veut éviter. On commence à descendre.
C'est bon. Ouais. Doucement, doucement, doucement. Tu tiens l'angle, Sylvia, là-bas. D'accord? Tu l'écartes, tu écartes. Ça fait une courbe. Bravo, les gars. Le panneau est au sol. Reste à lui faire franchir la porte du retable. Attends, doucement. Attends, descends pas. Passe. T'es à fond contre le mur? Contre le mur, oui. On passe pas, les gars. C'est trop juste. Hein. Mais tenez le... C'est trop, c'est trop juste. non, mais non. Laisse tomber, c'est Non, trop c'est juste. bon. Allez, on va le remettre. Bon, alors, attends. Gilles est aussitôt à la recherche d'une nouvelle solution. Décision est prise de remonter le panneau de bois pour le faire passer cette fois à travers le retable. Si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce métier, hein, franchement. Non, c'est impossible. On exerce ce métier sans compter, sans jamais compter. On vit l'instant et on accompagne l'œuvre jusqu'au bout. Au bout de 3 heures d'effort, Détends. Voilà. Ça y est, on est passé. Allez, lève! le panneau central est enfin libéré, au beau milieu de la messe de 18 h. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Il est passé. Soulagé. Voilà. Il est bon. Je crois que c'est la première fois que je passe un panneau de bois peint à travers un retable. C'est un truc de fou. Bon, après, on sort peut-être de tous les codes, des manipulations, des guides déontologiques, mais bon, on a fait pour le mieux. Voilà. Mais bon, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est les petits cadeaux, les récompenses. Voilà. Les 24 panneaux de bois seront bientôt transportés sous bonne escorte vers Marseille. Ils y seront longuement étudiés avant d'être restaurés. La Drôme provençale est une autre terre d'excellence. La vallée de l'Ennuyé a longtemps été considérée comme le grenier des baronnies. Blotti dans la vallée, Sainte-Jalle. En 1997, ce petit village a été le théâtre d'une aventure agricole extraordinaire. La renaissance d'une céréale des pauvres, aujourd'hui servie sur les tables étoilées. Fabien Bénis est une figure de l'agriculture bio dans la région. Tous les matins, quand je me lève, je m'extasie. Même si ces lavandes ne m'appartiennent pas, je kiffe, quoi, j'adore. Hein. T'as du vert, t'as du violet des lavandes, t'as le jaune des céréales qui mûrissent. C'est fantastique. C'est le bonheur d'être là, quoi. Le bonheur d'être... Ouais, je suis chez moi, là, voilà. Tranquille. Voilà ce pourquoi vous êtes venus, le petit époque de Haute-Provence. C'est l'une des plus anciennes céréales au monde. Elle pousse sur des terres arides, sans pesticides ni désherbants. Avec d'autres paysans, Fabien s'est battu pour protéger ce blé rustique. Le petit époque, j'en ai toujours eu. Et avant moi, mon beau-père en avait toujours eu. Et grâce aux producteurs de Haute-Provence, on a su garder cette céréale. Grâce à des pratiques vertueuses, ce syndicat d'agriculteurs décroche une appellation d'origine contrôlée. Car cette semence paysanne, aux qualités prodigieuses, n'a jamais été modifiée. La chimie commence à vouloir faire des variétés sans gluten, à vouloir faire des variétés basses pour qu'on puisse mieux la ramasser, tolérantes à la sécheresse, des choses comme ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de garder ce qu'on a eu. C'est le plus précieux. Ils sont pas bien.
15 jours pour la future récolte. Quand le mois de juillet touche à sa fin, toute la vallée se met à moissonner. Fabien travaille en pleine chaleur, quand le grain est le plus sec. C'est vraiment un moment qu'il ne faut pas rater. On joue gros parce qu'en fait, si ce soir il tombe un coup de grêle et que demain je veux moissonner alors que la récolte est prête, je me retrouve avec rien dans le silo et du coup j'ai rien du tout à proposer tout le long de l'année, quoi. Donc évidemment que je suis content de moissonner. C'est primordial pour moi. Je vis toute l'année avec ça. C'est une récolte très particulière pour Fabien. Cette année, pour la première fois, son fils Clément est venu en renfort. Il est en train de reprendre les rênes de l'exploitation. 10 hectares de petit épeautre que la famille commercialise en direct. Il est bien là. Le grain est petit, quoi. Tant mieux, on aura beaucoup de protéines, hein, mais le grain est petit cette année. Est-ce qu'il est bon? Il est bien sec, il est bon. Aujourd'hui, les consommateurs plébiscitent ce blé ancien. La demande explose. Dans le hangar près de sa ferme, l'atelier de Fabien, où tout a commencé. C'est au tour de la deuxième génération de trouver de nouveaux débouchés à cette céréale. C'est son bébé. Il y a 30 ans de ça, et les gens les prenaient un peu pour des illuminés quand ils se sont lancés à faire du petit épeautre et des céréales dans la vallée alors que tout le monde plantait de la vigne et de l'abricotier, en bio qui plus est. Et c'est vraiment son projet. Moi, ça me branche beaucoup. Moi, peut-être qu'il va falloir que je fasse mon propre projet aussi. On a de l'or dans les mains. C'est un patrimoine qu'on a reçu de nos aïeux. Donc je suis fier et je pense que tous les producteurs autour de moi, on est fiers de léguer une céréale qui va pouvoir perdurer dans le temps. Aux enfants, à la faire vivre maintenant. Désormais, les agriculteurs cherchent à valoriser cette production de qualité. Le petit épeautre est devenu le fer de lance de toute la Haute-Provence. Un atout essentiel pour une agriculture durable. Fabien a créé une coopérative pour partager matériel agricole et main-d'œuvre. Ce matin, il livre une moisson fraîche à son associé. Là, on va arriver chez Dagobert. Il est chef de son auberge et il produit et cuisine le petit épeautre. Bonjour, bonjour. Allez. Pour ses producteurs, l'entraide et l'échange sont les clés de la réussite. Fabien, c'est lui qui me moissonne mon petit épeautre. Et moi, à ce moment-là, je rends le coup de main comme je peux, soit en aidant au fourrage, soit en aidant dans d'autres tâches. On a mis en place un compteur d'heures. Voilà. Et du coup, on se rend le temps quand on peut, quoi, voilà. Dagobert a transformé la ferme familiale en auberge. Il produit ses céréales et les cuisine. Car c'est dans l'assiette que le petit épeautre s'exprime le mieux. Je vais chercher la farine. Avec sa femme Christine, il revisite les pâtes. La farine de petit épeautre, c'est notre production, c'est notre petit épeautre. En général, les pâtes au petit épeautre, souvent il n'y a pas d'œufs. Et nous, on a voulu mettre des œufs parce que ça amène le côté un peu coagulé de la pâte. Pâte aux œufs, c'est toujours meilleur. Une recette simple et goûteuse qui a nécessité plusieurs années de mise au point. Le plus compliqué, c'est de trouver la bonne consistance. La farine de petit épeautre, elle va s'oxyder très vite, elle va vite devenir collante.
elle va changer de couleur. Donc il faut être assez rapide dans la fabrication. Et puis il ne faut pas se louper dans la texture, parce que si elle est légèrement trop humide, elle va se coller, on ne va même plus réussir à les séparer les unes des autres dans le bac. Voilà, c'est celle-là. Après 15 minutes de pétrissage, la mise en forme au laminoir requiert un minimum d'adresse. Un vrai tour de main, ouais. Il faut réussir à les attraper sans les compresser. Les pâtes ne seront jamais de la même couleur. De toute façon, la plupart des productions artisanales n'ont jamais un résultat identique à chaque fois. Tout dépend de la farine, de la façon dont ça a été écrasé, du temps qu'il a fait quand ça a été écrasé. C'est ce qui fait le charme aussi de ce genre de production. On est sur un produit donc bio, fait maison. Ça intéresse pas mal de gens, surtout les gens qui sont sensibles à leur alimentation. Et l'avantage du petit épeautre, c'est qu'on pourrait manger que ça, finalement, on n'aurait pas de carence. Ces pâtes fermières recèlent de nombreuses vertus. De hautes valeurs nutritionnelles et un faible taux de gluten. Et c'est parti. Après 12 heures de repos, les pâtes sont enfin prêtes à être cuisinées. Voilà les pâtes. Ah bah nickel. Tac. Pour Dagobert, ce petit épeautre est une source d'inspiration inépuisable. En tant que producteur de cette céréale, ça nous pose des questions tout le temps. On va se dire, voilà, de quelle façon on pourrait le travailler autrement, de quelle façon on va pouvoir l'utiliser en changeant un peu. C'est comme ça que j'ai décidé de le transformer en pâte. Nous, on en fait de la pâtisserie, on en fait des biscuits avec, on fait plein de choses. Et je pense qu'on n'est pas au bout encore des possibilités de ce produit. En attendant de nouvelles idées de recettes, pas une minute à perdre pour Dagobert. Ce soir, il déménage son restaurant vers le marché d'été du village. L'occasion de faire découvrir ses pâtes artisanales et toutes les autres productions de sa ferme, légumes et viandes. Mais il n'est pas le seul à se préparer activement pour cet événement. À 1 kilomètre de là, d'autres jeunes producteurs ont imaginé une nouvelle déclinaison pour leur petit épeautre. Rémi et Pierre-Édouard ont créé leur brasserie artisanale il y a 9 ans. Ces paysans cultivent 800 kilos de petits épeautres qui servent à fabriquer une bière biologique. Donc ça, c'est le petit épeautre qu'on a cultivé l'an dernier sur nos terres. Nous, ça nous fait plaisir de l'utiliser dans notre bière, quoi. C'est vraiment le reflet du terroir des Baronnies. Une fois broyé et mélangé à de l'orge, le petit épeautre libère une saveur très typique. On obtient une farine grossière comme ça, où on a la farine plus l'écorce. Elle va nous amener la rondeur de la bière, du goût, de la couleur. Cette farine est ensuite brassée à haute température. Rémi a sa recette secrète pour enrichir les arômes. Ça, c'est l'empâtage. On mélange 2 kg d'eau pour 1 kg de céréales. Voilà, 50 degrés. Je rajoute du petit épeautre pour améliorer la filtration. Faire une bière plus blanche. Hop. Du coup, dans ma bière, j'essaye de développer le terroir qui m'est propre. Eh ben, c'est la diversité, c'est ce qui est intéressant. Une micro-brasserie à la ferme pour une bière 100% naturelle. Chaque année, Pierre-Édouard et Rémi produisent 30 000 litres d'une bière grand cru, servie dans tous les restaurants de la région.
On a une belle couleur, une belle robe, une très belle tenue de mousse. Aujourd'hui, tous les vignerons ils cultivent leurs raisins. Ça serait génial qu'il y ait de plus en plus de paysans brasseurs qui se réattribuent la culture de l'orge, le maltage, voilà, pour arriver à des bières de terroir. L'été, Rémi et Pierre-Édouard vendent leurs bières paysannes sur le marché, avec tous les autres producteurs de petites épeautres. Dagobert est déjà en route vers le centre du village. C'est le top départ pour le marché. On sort de chez nous, on sort de notre vallée, on rencontre les gens, on vient vers eux. Et puis même pour nos clients, quand on leur dit que on est quand même ouvert le vendredi soir, mais on n'est pas chez nous, on est sur la place du village, la plupart du temps, les gens sont ravis. Chaque week-end, au cœur de Sainte-Jalle, le marché fermier bat des records d'affluence. Un rendez-vous que Dagobert ne raterait pour rien au monde. Voilà. Là, le défi, c'est de s'installer le plus vite possible. Purement, on transforme l'endroit ici, la place du village, en une salle de restaurant en plein air. C'est ça le défi du jour. Voilà. Ce marché est un lieu d'échange pour promouvoir le travail des producteurs locaux qui font vivre le territoire. Au menu, 1000 trésors du terroir à déguster sur place. En transformant ainsi leur production, ces paysans révolutionnent l'agriculture traditionnelle. Il y a eu un moment où les paysans ils étaient vraiment axés sur leur production. Puis une fois que la production était prête, elle était vendue en gros. Puis une fois que c'était sorti de la ferme, finalement, voilà, il n'y avait plus d'infos sur la production. Aujourd'hui, on est quand même plus intéressé à qu'est-ce que devient notre produit, comment on va pouvoir le vendre. Et puis si c'est pour le vendre directement au consommateur, c'est encore mieux. À 19 h, le marché bat son plein. Nos producteurs de petites épeautres sont venus au grand complet. Le petit épeautre, c'est ça. Mais c'est tout en fait, parce que là on a la graine face au risotto, et là vous avez la même chose mais en forme de pâte. C'est le même produit. C'est une céréale, hein, l'ancêtre des céréales, voilà. Voilà, les petites épeautres, les légumes du jardin et l'agneau. C'est le bonheur, hein? Ça sent vraiment la campagne d'antan. Il y a la nature, l'artisan derrière, l'agriculteur. On sent tout ça. Oui. Très très bon. Oui, très bon. Délicieux. C'est une petite céréale de rien du tout qui crée de grands liens. C'est un lien dans la vallée, c'est un lien plus large. Voilà, on voit la vie locale et puis ça nous fait participer, on voit les copains, on discute avec eux. Et en même temps, économiquement, c'est quand même intéressant. Donc, il faut réussir à garder l'âme de ce qu'on fait, quoi. Quand même. Viendez. Dagobert, Pierre-Édouard, Fabien, Rémi sont les ambassadeurs d'un terroir et d'une céréale d'exception. Ces petits paysans protègent un savoir-faire ancien et jettent les bases d'une nouvelle agriculture. Au pied des dentelles de Montmirail, nous retrouvons Gilles Tournillon et son équipe d'ébénistes dans leur atelier. À 3, 1, 2, 3. Allez, ici, donc passez entre les tréteaux, voilà. Ce matin, ils peaufinent les derniers détails d'une mission d'envergure. Bon, on ne dirait pas qu'elle pèse 200 kilos. C'est une porte monumentale. On va enlever la peinture. Elle appartient à la cathédrale de Fréjus et date de 1530. C'est bon? Allez, déposez la peinture. Plus que 5 jours avant la repose de ce chef-d'œuvre. Dans l'atelier,
Gilles a réparti les tâches. Ça, c'est un clou ancien. Alors, il faut essayer de voir de là où il vient. Ouais. Ça débouche ici, c'est un clou. Il faut qu'on l'extrait. Voilà, ici, comme ça. Voilà. Voilà. L'objet du délit, on va dire, de la fracture. C'est un clou du XVIe siècle, un clou d'époque, en fait, qui a été placé un petit peu trop près du bord et qui a provoqué la fracture que l'on voit ici. Regarde. Voilà. Donc ça, c'est une fracture à reprendre. Voilà. Patiemment, les ébénistes réparent les ravages du temps. L'humidité et les insectes ont largement altéré les panneaux de bois. Un nettoyage en profondeur devrait redonner un nouvel éclat à cette œuvre d'art. On a très modestement, en fait, l'impression de s'inscrire dans la lignée de ces grands ébénistes, de ces grands sculpteurs, de ces grands menuisiers qui ont construit le patrimoine. C'est une des plus belles portes de France. De par la composition, de par la finesse des décors, mais on est sur du très haut niveau, très haut niveau de sculpture. Donc là, on a par exemple des décors mi-oiseau, mi-décor floral, sans doute, vraisemblablement, des cygnes, avec des enroulements extrêmement fins, avec une largeur d'1 millimètre. Donc ça, c'est assez exceptionnel, déjà techniquement, pour le sculpteur d'arriver à cela. Donc au VIe siècle, on est influencé par la Renaissance italienne. Et pour la cathédrale de Fréjus, on veut montrer qu'on a un savoir-faire, que l'on a aussi des moyens. Cet ouvrage a été confié aux meilleurs artisans de l'époque. La sculpture sur bois est alors un art prestigieux. La mode est à l'ornementation et à la nature vivante. Sur cette porte, certains détails ont disparu. Sylvia Metto est la sculptrice de l'atelier. Ce matin, elle va combler les lacunes du feuillage qui entoure ce vase. J'essaye de garder au maximum le bois ancien, même s'il est un peu abîmé. Et je vais insérer un petit morceau de bois du noyer, puisque la porte elle est en noyer. La même essence et la même teinte, pour que l'œil ne discerne pas la différence. C'est de la colle mélangée avec un peu de pigment jaune pour donner un peu de couleur. Voilà. J'essaye de respecter le sculpteur qui a sculpté avant moi et j'essaye juste d'incruster ma greffe comme il faut. Je n'improvise pas, je ne suis pas artiste, je suis artisan. Il faut vraiment se concentrer, avoir des outils affûtés et avoir le geste. À un moment, on arrive à avoir le geste. Et puis, il faut retenir son outil. Il y a tout un art aussi de tenir son outil, de le retenir. J'essaye de m'appliquer au maximum pour que celui qui viendra après, peut-être dans 100 ans, il voit la jolie greffe, il va dire « Oh, elle était bien faite ». Je crois que je vais laisser comme ça. Une semaine plus tard, au pied du massif de l'Estérel, Fréjus. C'est un grand jour pour la cathédrale Sainte-Léonce. Bâti à partir du XIIe siècle, le cloître abrite un ensemble de charpentes remarquables. Mais le trésor de la cathédrale, c'est bien sûr sa célèbre porte sculptée. 3, vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est bon? Chaque panneau pèse plus de 200 kilos. On avance encore un peu. Là, on tourne, les mecs. On tourne et vous allez vers la porte. Hop, hop, hop. On pose. On est plus que précautionneux quand on manipule une porte qui a 500 ans, qui rentre de l'atelier de restauration sur laquelle on a bossé 5 mois. On est super précautionneux.
C'est bon, pas trop près du bord. Depuis plus d'un siècle, cette porte sculptée était masquée par un volet. Fabien, tu nous dis si tu penses que ça passe. Les habitants vont pouvoir l'admirer pour la première fois. C'est un événement que certains attendaient avec impatience. Ça va, impeccable. Ah, ouais, ça fait plaisir de la voir. Ouais, superbe. Alors, bonjour mon père. Comment allez-vous? Ah, vous arrivez à point nommé, hein? Non, je suis vous savez choisir vos instants, hein? Je suis à tout ce matin, mais c'est vrai? Félicitations, c'est d'accord. merveilleux, hein, vraiment, Ah ouais. très beau, hein. Je la découvre avec vous. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Non. Elle était cachée par les portes. Non, on n'avait pas vu. Du beau travail, hein, en tout cas, c'est magnifique. Et je découvre en même temps tous les symboles, c'est magnifique. Ok, vous pouvez y aller. C'est bon, ça passe? Oui, ça passe. Posées à la verticale, les portes offrent désormais de nouveaux points de vue. Là, on voit bien les scènes chrétiennes, elles sont en haut. Donc, peut-être les spectateurs, à l'époque, ils regardaient vers le haut, donc le ciel. Et là, c'est les donateurs. Le regard, il se dirige plutôt vers le centre. Le plus dur reste à venir. On a la grande inconnue, qui est la mise en place sur les gonds, et surtout le fonctionnement, parce qu'une porte, c'est pas qu'un objet décoratif, donc ça fonctionne aux petits oignons. Et pour ça, les artisans utilisent un système ancestral. Commence un long travail de force et de précision. Je descends doucement. Attends. Lève le décale. C'est un jeu de calage subtil, on va dire. On y est. À l'époque, ils ont fait exactement pareil que ce que nous avons fait. Donc, ils ont pris des cales de bois, ils les ont posées sur cale à hauteur. Ils ont fait pareil. Ils ont manipulé à bras. Au bout de 8 heures d'effort, la porte est enfin en place. Là, je ressens une grande émotion. Sincèrement, c'est assez impressionnant. Ouais. Vraiment, je suis très ému même. Merci. Merci. Vous avez une chance inouïe. Hein, ah oui, là, c'est top. Les seuls qui l'ont vu comme ça, c'était en 1530, c'est ça? Presque. En fait, ça faisait à peu près un siècle qu'on ne pouvait pas la voir, les deux vantaux ouverts côte à côte. Donc c'est quand même pas mal. L'histoire de notre France qui continue grâce à tout votre travail, et moi je trouve ça extraordinaire. Bravo. Si jamais vous avez des enfants qui un jour vous disent je veux être ébéniste, je veux être maçon, je veux être tailleur de pierre, des métiers qui d'ordinaire ne sont pas forcément plébiscités, il ne faut pas leur interdire, il faut laisser le champ libre aux jeunes, sincèrement. Après Fréjus, nous rejoignons les Alpes de Haute-Provence et la montagne de Lure. Ce territoire reculé est aujourd'hui le cœur battant d'un nouvel art du pain. Le petit hameau de Saint-Martin est devenu la terre de formation des boulangers bio venus du monde entier. Ça, c'est mon trajet pour aller au boulot le matin. Je traverse le champ et j'y suis. Défenseur d'un pain d'excellence, Thomas Théfry-Chambellan a créé une école étonnante, la seule du genre en France. Chaque année, une quarantaine d'élèves se retrouvent ici pour apprendre les bons gestes. Ça va, Damien? Ouais. Voilà, là, ton métal, fais gaffe, il va commencer à déchirer, tu vois. Donc, faut pas aller plus loin, quoi. Ouais. Et là, tu vas l'avoir assez rond, mais tu vas abîmer quand même pas mal les structures dedans, parce que tu le serres quand même pas mal. Tu peux le façonner aussi de manière beaucoup plus délicate, juste tu le fermes ici, tu l'enroules à peine, tac, et tu le poses. Ok, je vais essayer.
On a plusieurs spécificités en fait à l'école. C'est apprendre à faire des pains, on pourrait dire à l'ancienne, c'est-à-dire sans additifs, avec des farines propres, en bio et en fermentation naturelle. Donc ce qu'il faut, c'est donner des bases qui soient des bases théoriques, pratiques, et en même temps d'apprendre évidemment toute la gestuelle classique de boulangerie. De la fermentation à la cuisson, ici on apprend à travailler sans additifs et au levain naturel. Tu peux travailler comme ça aussi, tu peux travailler avec une main de chaque côté. Là, tu vas chercher ici le milieu et tu l'étales d'un coup. Je croyais que je devais pas mettre mes doigts. Ouais, mais tu les mets dessous en fait. Ouais. C'est-à-dire que dessus, on les voit pas. Dessus, t'as pas tes pouces dans la pâte. Tu travailles comme ça et tu l'étales. Donc là, voilà, on est sur des petits pains choco. Donc ça va faire le régal des enfants. Hein. Et ça va permettre de remplacer de la viennoiserie classique. On est sur des produits qui sont sans matière grasse, sans œufs, peu sucrés. Et donc finalement, on va avoir un super produit, à la fois très gourmand et diététiquement hyper intéressant. Les gens qui viennent parce qu'ils sont dans des périodes de reconversion, parfois dans des périodes de perte de sens dans leur ancien métier. Des gens qui sont ingénieurs informatiques, on a des gens qui sont graphistes, on a des gens qui sont peintres, on a des cuisiniers. Tout le monde a pour ambition d'ouvrir sa propre boulangerie dans un temps très court après la formation. Voilà, donc c'est des parcours assez courageux pour les gens qui viennent ici. Originaire de Paris, Claire Escalon a démarré cette formation il y a 2 mois. Dans quelques semaines, elle doit passer son bac pro d'artisan boulangère. Ma pâte, elle est un peu collante parce que j'ai dû trop l'hydrater. Et du coup, elle colle, alors que d'habitude, ça colle pas. On est un peu stressé parce que du coup, on a vraiment un cadre avec des heures imposées. Donc à telle heure, notre pain doit être cuit, quoi, et on doit pouvoir le présenter. On teste un peu aussi notre capacité à s'organiser. Pas comme ce que je suis en train de faire en ce moment. J'étais archi d'intérieur. Le grand écart. Tout me plaît. Quand on arrive dans le labo ici, ça sent toujours hyper bon. C'est un métier, on est entouré de bonnes odeurs. Après, le fait de faire les choses manuellement, c'est tangible, quoi. Le matin, il n'y a rien. Il y a un sac de farine, de l'eau, du sel. Et le soir ou l'après-midi, il y a plein de pain sur un étal, il y a une fournée. C'est juste... c'est incroyable, quoi. C'est dingue. Ah, c'est un métier physique. Ben, déjà, on est tout le temps debout, on passe notre temps à prendre des bacs, porter des choses. Parfois, il faut aussi défourner à la pelle, donc c'est à bout de bras. Mais bon, c'est ce qui est bien aussi, je trouve. Plusieurs fois par semaine, Thomas distribue les pains fabriqués par ses stagiaires aux associations et aux écoles de la vallée. Moi, j'ai grandi dans la vallée du Jabron. Et c'est devenu tout de suite un terrain de jeu incroyable à balader dans ces coins-là, à faire des randonnées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces paysages, pour moi, ils sont forts, quoi. Ils sont marqués par toute mon adolescence. Entre Mont Ventoux et Sisteron, la vallée du Jabron est un site naturel parfaitement préservé. Avec son école de boulangerie, Thomas dynamise ce petit coin de Provence. On est sur des territoires qui sont quand même assez éloignés des grands axes, que ce soit la vallée du Rhône ou la vallée de la Durance, qui n'est pas sur des sentiers très touristiques ou très balisés. Depuis plusieurs années, il y a des initiatives de gens qui viennent s'installer ici avec des activités. Il y a effectivement une reconquête, entre guillemets, du territoire d'un point de vue habitat et d'un point de vue économique aussi un petit peu, avec des activités qui sont adaptées à la vallée. Le pain qu'apporte Thomas est un cadeau pour les enfants de cette classe unique. Allez, si tu veux, tiens, je te donne une caisse. Je l'ai fait passer. Ça va, c'est pas trop lourd, c'est bon? Ça va, hein? Attention, marchandises. Est-ce que vous avez identifié les produits du jour? Oui. Alors, il y a du pain et des brioches, d'accord? Ici, ce sont les élèves qui tiennent la boutique et vendent aux habitants. Je m'en occupe.
Ok, ben un pain de campagne alors, s'il te plaît. 4 € tu m'as dit. Oui, 4 €. On va me mettre un pain de campagne et puis 2 brioches. D'accord, ça vous fera 6 €. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On va aller à la Crobranche. Ah, la Crobranche, ben, c'est très bien ça. Toutes les recettes, évidemment, sont pour l'école. Ça leur permet de donner quelques moyens à ces écoles en fait, de campagne qui n'en ont pas beaucoup. 2 pains et une brioche. Nous, on a une activité de formation qui est tournée au niveau national et international. Et donc, notre manière aussi d'exister dans cet environnement, c'est aussi par des petites actions comme ça aussi que les gens nous connaissent et comprennent un petit peu quel est notre travail. Ce sont les pénitents d'Aimé qu'on voit là. C'est une très belle formation géologique. C'est une érosion là, dans le lit de galets de la Durance, enfin l'ancien lit galets de la Durance. Thomas rejoint maintenant la vallée de la Durance. La réussite de son école de boulangerie gagne désormais toute la Provence. Direction le Luberon, où l'attend l'un de ses anciens stagiaires, installé dans un village perché. Voilà, là on arrive à Loris. C'est le vieux village de Loris, là, sur le rocher. C'est magnifique, quoi. C'est le village typique du coin. Et la boulangerie de Pascal est juste en face du château, là. C'est l'ancienne gare, au bord de la voie ferrée. Thomas vient découvrir les pains de son ancien élève pour la première fois. Voilà, un pain qui a beaucoup de succès, que j'aimais bien faire à l'école, c'est l'abricot amande, très apprécié, très gourmand. Finalement, c'est un bon mélange en Provence. Le pain complet. Pascal Coutaz est un ancien architecte installé depuis un an. Notre campagne Antonin. C'est ton produit phare, ça, non? Oui, exactement, c'est le produit le plus polyvalent. Et mon préféré, mon préféré de cette gamme, c'est le grand campagne. Ça, c'est super croûte. Sa boutique ne désemplit pas. Pascal a déjà créé 4 emplois. Tiens, tu seras plus jolie comme ça. Ah ben merci, super. Un tablier. Impeccable. Voilà. Aujourd'hui, il a besoin des conseils de Thomas, J'attends de voir. car il voudrait mettre au point une baguette au levain. Je vais ouvrir sans baguette. Je voulais que les gens découvrent ce qu'ils ne connaissent pas. Le pain de campagne, le pain aux graines, les farines anciennes, le petit épaule de Corazan. Mais j'aimerais proposer la baguette et arrêter d'être quelqu'un de pénible. C'est-à-dire, bonjour, vous n'avez pas de baguette? Ben, je vais pouvoir dire oui. Mais bon, il faut trouver la baguette qui convient. Mais fabriquer une baguette sans levure, c'est assez délicat. Une belle farine bien souple. Petit dégazage léger, tac. Petite mise en forme de rien, petite olive, là, tac. Donc tu peux serrer un peu aussi des fois selon comment est ta pâte. Ça permet de régulariser un peu. Puis après on laisse détendre et puis dans 5 minutes on les reprend. On peut le faire sur cette série. Bon, on va faire sur la planche. Comme on a des stagiaires qui s'installent un peu partout en France ou dans le monde, bah, des fois c'est trop loin alors j'ai pas le temps d'y aller. Et là c'est bien parce que c'est pas très loin. T'as 1 heure de l'école. Et 10. Merci à vous. Une bonne journée, messieurs, dames. C'est mon prof, prof un jour, prof toujours. Et donc, il a toujours de bons conseils depuis le début. Donc, grâce à lui, j'ai réussi à ouvrir cette boulangerie comme je le souhaitais. Donc, je serais bien bête de ne pas l'écouter. Le premier essai de baguette sort du four. Sur la baguette, quand même, l'esthétique du produit, c'est important. Donc là, on va regarder, on a des alvéolages qui sont quand même assez ouverts, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on a des mie là qui sont un petit peu caoutchouteuses, qui sont gommeuses. Voilà, donc voilà, faut finaliser un peu le processus. C'est un essai. Grâce à l'école de Thomas, une nouvelle génération de boulangers émerge, amoureux d'un pain authentique. Et pour Pascal, la deuxième fournée sera la bonne. C'est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande. Et puis ça veut dire aussi que les gens qui sortent de l'école, finalement, ils arrivent à monter leur affaire. Là, on a quand même 4 emplois créés dans l'année. Quand même, c'est beau, hein, c'est chouette. Dans la vallée du Jabron, l'heure de l'examen final approche.
Pour Claire, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail. J'essaye de prendre un maximum de plaisir à boulanger aujourd'hui, parce qu'en fait, après, c'est notre dernier jour où on boulange. Et la prochaine fois où on va le faire, c'est probablement dans mon fournil à moi. Sans ce diplôme, Claire ne pourra pas réaliser son rêve, ouvrir sa boulangerie à Paris. Elle va maintenant présenter ses pains et ses viennoiseries à un jury professionnel. Il faut juste leur trouver une place adéquate. Donc là, je peux me passer de ça. Ah bah là, en fait, je présente ma gamme que je vendrai dans la boulangerie. Pour moi, je prends l'exercice en fait hyper au sérieux à ce niveau-là. C'est aussi de réfléchir à comment on va présenter et parler de nos pains à nos clients. Ces boulangers venus de toute la France jugent d'abord l'aspect des produits avant de les goûter. Je vais commencer par le pain de campagne. C'est pas grave. Comment tu trouves l'alvéolage, là? Comment tu le trouves? Eh ben, je le trouve pas trop mal. Il est souple comme j'aime. Ah, il est très beau. Enfin, moi, je suis un peu plus que pas trop mal, ouais. Magnifique. Voilà. Nous, on le trouve super beau. D'accord, je suis contente. Voilà. Claire est soulagée. Ouais, ça fait... 6,5. Ouais. Elle a réussi son examen. Mais ce qui m'intéresse au travers de l'école, effectivement, c'est de pouvoir accompagner des gens qui vont monter des boulangeries qui soient différentes, quoi. Et effectivement, je pense que c'est un plaisir pour le consommateur au final d'avoir de la diversité, d'avoir des produits qu'il ne trouve pas ailleurs. Et pour moi, il n'y a pas de champion du monde dans le pain. Il y a de la personnalité, il y a de la singularité. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir se rendre chez un artisan et finalement de trouver quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Depuis sa création, l'école de Thomas a permis à une centaine d'artisans d'ouvrir leur boulangerie à travers le monde. Une aventure que Thomas et sa femme Hélène ont imaginée pour rester sur les terres de leur enfance. Et voilà, la chapelle Saint-Claude. Voilà, c'est la chapelle qui était entre les deux hameaux, entre le Vieux-Noyer et Saint-Martin. Elle a des génoises à pierre de taille arrondie, c'est assez rare. Il donne un petit côté pagode asiatique de l'extérieur, là. On distingue donc la vallée de la Durance. Et presque l'Italie, tout au fond. Ça nous faisait rêver quand on était petits, on voyait l'Italie. Il y a le sommet de Lure qui se découvre. On va voir la montagne de Lure d'un bout à l'autre. On peut être dans des territoires un peu reculés et finalement pouvoir travailler, c'est pas du tout incompatible. Notre choix de vie, ça a effectivement été de se dire on a envie de vivre dans ce cadre-là et ensuite on y développera notre activité professionnelle. D'amener nos clients dans ce territoire exceptionnel, c'est une super aventure. À 100 km à l'ouest de la montagne de Lure, Pernes-les-Fontaines se réveille. Cette ancienne capitale du comtat vénessin possède un riche patrimoine architectural. Bâti au XVIIe siècle, l'hôtel de Vichet est l'un des plus beaux hôtels particuliers de la ville. Derrière sa porte monumentale se cache un magnifique escalier. Alors, Jus, voilà la jolie petite rampe dont je t'avais parlé. Jean-Philippe Fally est ferronnier. Il est venu restaurer cette rampe. Donc tu remarques la finesse des forgeages qui est vraiment superbe. La potence d'éclairage, qui est articulée sur des pivots, et la petite poulie à l'extrémité, avec son petit poinçon.
Ce chantier est l'occasion d'initier son apprenti Julien à la délicatesse de ces fers, forgés au XVIIe siècle. Il est important pour Julien de former son œil. On peut étudier la ferronnerie dans des bouquins, mais même si on a affaire à des très belles reproductions, des belles photos ou des choses comme ça, toucher la matière, c'est autre chose. La finesse de l'épine ou la difficulté de l'entrelac cintré, si on est devant, forcément, oui, on le voit. Et puis, quand on aime ça, c'est les poils quand même. Des finitions comme ça, c'est d'une beauté, c'est hallucinant, quoi. Avec le temps, les décors les plus fins ont été abîmés, comme ces feuilles d'eau qu'il faut aujourd'hui remplacer. Donc avec ton chasse-goupille, tu vas enlever ce qui reste du rivet. Voilà, tu tapes bien au centre, vas-y. Voilà. Là, c'est sorti. Nous avons en tout 120 ou 140 feuilles sur la rampe d'escalier quand même. Et il en restait combien? Plutôt une douzaine. Hein. L'épaisseur de la feuille en moyenne, c'est aux alentours de 1 mm. Donc forcément, on a une certaine fragilité, ce qui explique que beaucoup de feuilles ont disparu ou ont été détériorées. Julien va maintenant apprendre à reproduire ces ornements. Nous le retrouvons l'après-midi même dans la forge de Jean-Philippe, une ancienne distillerie de Pernes-les-Fontaines. Alors, Tom, on en est où? Si elle est bonne. Celle-ci, tu peux la prendre. Pour des décorateurs installés aux quatre coins du monde, Jean-Philippe et son équipe étirent, sculptent et façonnent le métal à la force des bras. Julien apprend à battre le fer. Chaque feuille d'eau nécessite 6 heures de travail. Ici, la répétition du geste est au service de l'excellence. Reprends-toi. C'est pas mal, mais là, tu vois, tu as pas mal écrasé la partie de l'arête centrale. Effectivement. Parce que tes coups de marteau sont peut-être pas suffisamment précis. On va reformer l'arête un tout petit peu. Top. Effectivement, il faut se forcer. J'ai quand même envie d'y aller avec le poignet. Et là, ça commence à être pas mal. On estime qu'il faut 8 ans pour faire un ferronnier. Alors, l'apprentissage dure 3 ans, mais au bout des 3 ans, on n'a pas fait le tour du métier. Au 18e, il y avait des spécialistes de la rampe d'escalier, par exemple des rampistes qui faisaient que des rampes. Mais dans la rampe, il y avait aussi des spécialistes du feuillage qui, toute leur vie, ne faisaient que du feuillage. Pour remplacer le barreau de la rampe d'escalier, Julien découvre une autre technique qui utilise le fer chaud. Non, j'adore ça vraiment. C'est génial de voir à quel point une matière qui est aussi dure au début et tellement difficile à mettre en forme ou quoi que ce soit devient extrêmement malléable. J'aurais pas assez de toute une vie de travail pour savoir tout ce qu'on peut faire avec. Donc oui, c'est sûr qu'au bout de 4-5 heures devant la forge ou au pilon, on est en sueur, on transpire dans tous les sens, mais j'adore ça. L'étampage révolutionnaire a été développé à la fin du XVIIe siècle. Il permet de modeler le motif de la rampe d'escalier. Impeccable. Il y a eu quelques hésitations, ce qui fait que la moulure centrale n'est pas complètement nette. Ouais. Donc c'est parce qu'il y a de l'hésitation dans les premiers coups. D'accord. Il faut essayer de se tenir un peu plus ferme. Voilà. D'accord. On a besoin d'avoir un rythme, on a besoin d'avoir un tempo. Il faut être vif, nerveux. Il ne faut pas s'endormir sur son bout de fer. Le fer est chaud, on le monte à 1000 degrés. Si on le laisse poser sur l'enclume, c'est l'enclume qui va récupérer cette chaleur. Il y a une légende qui dit que dans les origines du flamenco, on retrouve le rythme du forgeron.
3 jours plus tard, nous retrouvons Jean-Philippe au volant de sa voiture de collection. Ce matin, il se rend dans le Luberon pour expertiser un incroyable château néogothique. Hier encore, j'avais 2 amis. Le premier s'appelait Eddie. Un avion surgissant de l'ombre. Là, on est dans les monts de Vaucluse, entre Ventoux et Luberon. Puis on va vers le col de Murs. C'est parmi les plus belles routes de France. Et puis là, avec la plus belle lumière de France, ça c'est sûr. C'est à la fois brut et violent. Ces différentes couches calcaires qu'on voit apparaître le long des gorges. C'est des paysages forts, ces roches ne peuvent pas laisser indifférent. Jean-Philippe pénètre dans la combe de Volongue. Dès l'Antiquité, cette route commerciale entre Carpentras et Apt joue un rôle de premier plan dans la région. À la sortie des gorges, Jean-Philippe atteint le col de Murs à 627 mètres d'altitude. On est sur ce genre de petite route du Vaucluse où il n'y a absolument personne. C'est complètement désert. On est dans la partie du Vaucluse un peu cachée, un peu secrète. Il y a une diversité de paysages extrêmement importante. On est passé tout à l'heure d'un paysage quasi montagneux avec des conifères. Et là, on passe devant la falaise de Lioux. Encore un minéral extraordinaire de notre petite région. À Lioux, la falaise de la Madeleine culmine à 100 mètres de hauteur et s'étire sur plus de 7 km. Jean-Philippe arrive au château de Charleval. Il possède une architecture inhabituelle pour la Provence. C'est des toits en ardoise, donc pas du tout typique de la région. C'est un écrin, c'est quelque chose de... C'est magnifique, tous ces détails, disons. Chaque élément, c'est fait par quelqu'un d'assez exceptionnel. Alors, je ne sais pas combien de sculpteurs il y a eu dans cette affaire, mais c'est extraordinaire. Alors, je te fais découvrir l'endroit magique. Cher ami. Ouais. Daniel Rocher est le tout nouveau propriétaire du château de Charleval. Ce château a été construit en 1856. Et donc, à cette époque-là, les gens rentraient directement en charrette, enfin en carriole. On faisait rentrer le carrosse directement dans le hall. Le carrosse, oui. Jour après jour, Daniel s'émerveille de nouvelles découvertes. On peut monter, si ça te dit. Jean-Philippe est venu évaluer les travaux de ferronnerie de ce château 19e. Chaque pièce de genre a une cheminée étonnante. Mais l'attention de Jean-Philippe est aussitôt attirée par un autre détail. Évidemment, dès que je vois un bout de fer, je m'attarde dessus. Donc le lustre est vraiment intéressant. Il est né au gaz, c'était l'éclairage au gaz, qui a été électrifié par la suite, quoi. Mais c'était un lustre... Ah, d'où ces petits trucs, là, non? Eh oui, tout ça, là, ces parties-là sont en tube. D'accord. C'est creux et le gaz était acheminé par là. Mais évidemment, il est quand même en très bon état, tu vois. Le feuillage est intact. Puis les petits motifs néogothiques partout, là, sont magnifiques. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ça vaudrait le coup de le réhabiliter. Évidemment pas au gaz, mais dans l'esprit du décor néogothique. D'accord. Là, vous allez voir cette pièce-là, c'est juste magnifique, quoi.
C'est étonnant, quoi. Je vais te montrer ça, tu vois, les clous, tu vois. Un boulot de fou, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et ça, est-ce que tu pourrais me refaire des pièces comme ça? Oui. Tu vois, il m'en manque, là. Et si on pouvait les faire en bronze, ça serait aussi bien, quoi. Bien sûr. Ces décors intérieurs raffinés sont restés dans leur état d'origine. Ils ont été créés en hommage à une femme. L'histoire, c'est l'histoire de M. Bonnefoy qui a construit ce château pour son épouse. C'était par amour. C'est un amour gigantesque, merveilleux. L'histoire dit qu'il s'est ruiné, effectivement. Ne serait-ce que le plafond, là, vous imaginez ce que ça peut coûter de faire ça aujourd'hui, quoi. Mais bon, il nous lègue quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ah tiens, je peux vous montrer cet endroit-là, je vais vous ouvrir. Vous allez voir, c'est pareil, c'est une des petites tours. C'était le petit boudoir de madame. Ouais. Les recoins du château recèlent de belles surprises. Voilà. Superbe. Donc c'est ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un mandala, quoi. Hein. C'est magnifique. C'est presque les fleurs de lotus. Hein. Jean-Philippe est ravi. Des ferronneries d'art enchantent toutes les pièces du château. Et le dessin est intéressant avec les pistils, avec les petites graines qui sont très sympas. Si on va dans les huisseries, par exemple, il y a des détails incroyables. On a des petits verrous qu'on retrouve sur toutes les fenêtres et les portes du château, avec des petits systèmes à ressort. Donc c'est du néo-gothique 19e, magnifique, et tout fonctionne bien. Un ensemble de détails sur un bâtiment comme celui-ci fait l'élégance générale. Ah ouais, c'est tout en parfait état. Hein. Ah. Et hop. C'est fou, hein. C'est fou. Bon, bah, d'abord, il y a eu une fuite. D'ici quelques semaines, Daniel lancera de grands travaux de restauration. Mais il tient à préserver l'esprit de ce château. J'adore se faire écouter un peu de musique. Ce lieu, disons, je le cherchais depuis très longtemps. Ça me donne du temps de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois cette chose, je me dis, il y a beaucoup de travail, donc ça veut dire beaucoup d'émotions. Ça va être merveilleux. Nous quittons Daniel et son château du Luberon. Cap sur le massif des Alpilles. Dans cette région agricole, on trouve une grande concentration d'anciennes fermes traditionnelles. C'est dans ce mas bâti au XVIIIe siècle, mais longtemps resté à l'abandon, que Jean-Philippe et Julien ont rendez-vous ce matin. Les ferronniers vont installer un ouvrage dans un jardin provençal, où le fer est le fil conducteur. C'est un mas 18e qui n'a pas subi de restauration sauvage. C'est un très bel endroit. Il y a notamment un jardin assez particulier où on trouve beaucoup de graminées et un cheminement de bassin en acier corten, rouillé. Donc notre pergola répond à ce cheminement de bassin. Allez, on lève. C'est une pergola qui mesure plus de 7 mètres de long. Je m'en doutais que ça allait être un métier assez physique. On va la monter à 2,80 m. La difficulté, c'est que chaque pièce pèse de plus de 100 kg, est positionnée à 2,50 m de haut et ça doit être précis au millimètre. La pièce maîtresse de la pergola, c'est cette poutre martelée. Une forme contemporaine
conçu avec des techniques ancestrales. C'est la poutre périmétrale qu'on a travaillée à chaud, bien sûr, avec un marquage un peu particulier. Chaque impact que l'on voit ici, c'est un coup que l'on a donné avec un outil. J'aime beaucoup l'effet que fait ce travail-là parce que c'est un travail qui se fait dans la violence, à 1000 degrés, avec des chocs de 40 ou de 50 tonnes. Mais le résultat, c'est quelque chose qui doit être poétique et fin, quoi. Pour obtenir cette esthétique très originale, un soin tout particulier est apporté aux détails techniques et à la maîtrise des matériaux. Si on regarde un métal ordinaire, les angles sont arrondis, toujours. Ici, on a des angles rectifiés qui sont très vifs, ce qui fait que la lumière va jouer dessus d'une façon très particulière. On va avoir comme un fil de rasoir. Et ces petits détails font que, eh bien, on va trouver une différence au premier coup d'œil, en fait. Voilà, c'est le fil du rasoir. Le mas est un emblème de l'architecture provençale. Sa particularité est de posséder de nombreux bâtiments ajoutés au fil des années. Dans cette propriété de 4 hectares, vieille de 2 siècles, toute une partie doit encore être restaurée. Est-ce que tu sais faire un ancien four? Un four à pain? Martha Brandt, la propriétaire, est américaine. Elle est tombée amoureuse de cette ferme authentique il y a 5 ans. Ouais, je pense qu'au fond, c'était vraiment un four à pain. Donc ce serait intéressant de le remettre. Les pierres sont extrêmement usées, mais elles sont magnifiques. Oui, mais il y a quelque chose. Tout à fait. Ce projet, pour moi, c'est de remettre en valeur ce qu'il y avait avant. Donc, enfin, on a 3 ou 4 bâtiments ici, des âges différents. On ne va pas toucher trop des choses. On va juste rénover. C'est dommage de laisser tomber comme ça. Il faut revivre cette ancienne dame jolie et remettre un petit peu de valeur. Il faut le faire. C'est dommage de laisser comme ça. Il faut le faire. À la fin de la journée, la pergola est enfin installée. C'est quelque chose, hein. C'est spectaculaire. Le chef d'œuvre. Dans simplicité. C'est ça ce qu'on aime, hein. Pour Julien, cet ouvrage est une première. Pendant 2 années encore, il va continuer à exercer son œil aux côtés de Jean-Philippe. Régulièrement, je fais des photos de ce qu'on fait sur les chantiers, ce que je fais à l'atelier, ce que je fais au CFA. Je trouve ça beau, quoi. Ça s'intègre tellement bien avec tout le jardin qui a été fait que ça me rend fier de travailler dans cette entreprise parce qu'on fait vraiment des belles choses. Quand je suis rentré en ferronnerie, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il y a des aspects qui sont difficiles, qui sont longs, mais il y a des aspects qui me plaisent beaucoup. Et finalement, même si on a eu du mal, on a passé des heures et des heures à brosser, à peindre ou des choses comme ça, ben, quand on voit la finalité, on est ravis, quoi. La transmission, c'est aussi ce qui anime une famille d'artisans pâtissiers, célèbres dans toute la Provence. Il est 6 heures du matin, dans les ruelles de Carpentras. À l'étage de cette institution provençale, on prépare activement les desserts emblématiques de la maison. Aux commandes, Pierre Jouveau. Alors ça j'adore. Caramel salé,
mais celle de Camargue. Hein. On n'est pas des Bretons. Alors. Pierre est le détenteur des secrets sucrés d'une dynastie de pâtissiers. C'est une dacquoise aux amandes. C'est à la crème citron vert basilic et à la fraise. Dans sa cuisine, les fruits occupent une place de premier choix. Là, on a de la poire et des abricots, du barreau. Et toujours un peu de crumble. Une des spécialités de la maison, c'est tarte aux fruits qui exprime tous les terroirs de la Provence. Alors nos tartes, c'est un fond de pâte feuilletée et on complète avec un peu de crème d'amande. Voilà. Et les figues de Caron, des figues noires, des petites figues noires. Ça, c'est une recette de mon grand-père. On a toujours essayé de mettre au maximum le fruit dans son état le plus simple, le transformer le moins possible. La pâtisserie que j'aime, c'est vraiment une pâtisserie authentique et simple, avec des produits d'ici. Et on a de la chance parce qu'on a les meilleurs produits du monde. Les cerises noires de Venasque. Là, on est tout dans un périmètre de 20 km. Pendant que Pierre crée ses pâtisseries à l'étage, au rez-de-chaussée, sa sœur Maï s'occupe de la boutique. Je vous fais des paquets cadeaux? Oui. L'autre produit vedette, ce sont les fruits confits, incontournables en Provence. Il y a un assortiment avec un beau morceau de melon. Alors, un beau morceau de melon. Voilà. Celui-là, peut-être? Très bien. La recette de ces fruits précieux est un secret bien gardé. Merci, au revoir. Cette tradition familiale prend naissance dans des vergers d'exception autour de Carpentras. La région est un haut lieu de la confiserie française depuis le XVIIIe siècle. Au pied du Mont Ventoux, ce vaste territoire offre une mosaïque de terres fruitières extraordinaire. De quoi donner de nouvelles idées à notre pâtissier. C'est la route de la Madeleine. On passe entre de Bédouin à Malaucène. Côté nord au côté sud? Côté nord au côté sud. Un défi pour les cyclistes. Et là, on va arriver, on va voir le Ventoux. Le point de vue ici est vraiment superbe. Le Mont Ventoux, pour les Jouveaux, c'est un terrain d'exploration illimité. Je les connais tous. Tous les coins du Ventoux où on peut trouver des bonnes choses à manger, ça, je connais, ouais. Là, on a du chêne truffier. Tout ça, c'est du chêne truffier. Ah, mais là, ils ramassent les cerises. Ouais. Oh, elles sont belles. À chaque terroir, son fruit. À chaque village, sa propre variété. Et dans le Nord Ventoux, ce sont les abricots. On est sur la route de Bulle-et-Baronnie. C'est vraiment hyper sauvage. Tout le nord du Ventoux, c'est peu peuplé. Et on va se rapprocher des gorges du Toulourenc. Donc le Toulourenc, c'est la petite rivière qui serpente au nord du Ventoux. Là, c'est là à droite. Ouais, c'est superbe. À la frontière entre Drôme et Vaucluse, la vallée du Toulourenc est le berceau de l'abricot rosé de Provence. Ah, les bons fruits, oui, ça se mérite, oui. Parce que là, pour les cultiver, là, il y a un vrai travail. Enfin, un travail difficile. Et alors, attention, roulement de tambour, on arrive. Donc voilà, nos rosés, ils sont là. Fin fond des Baronnies, entre la vallée de Propiac et la vallée du Toulourenc. Voilà. On y est.
Dans ces vergers familiaux cultivés depuis 120 ans, c'est le grand moment de la récolte. Arrière-petite-fille d'agriculteur, Laetitia Viau dirige les opérations. Il n'y a pas une minute à perdre ce matin. Il faut ramasser sans attendre ces 2 hectares d'abricots. Salut! Salut! Bonjour Laetitia! Vous ramassez les rosés. Laetitia est l'une des dernières productrices de cette variété très rare. D'arbres et que Ah ouais, et puis il n'y a pas eu de grêle. Hein. Oui, Non. on a eu de la chance cette année de ne pas avoir eu de grêle. Puis là, c'est pas arrosé, donc tu vois, ici, on n'est pas irrigué. Ah oui, non, pas du tout. Ces arbres cultivés naturellement produisent un abricot très spécial. Regarde ceux-là. Ouais, ils sont bien rosés. Je vais faire goûter celui-là. Ah tiens, je prends. Il a la chair ferme et l'épiderme rose clair. Pourquoi le rosé de Provence? Ben voilà, pour ça. Parce qu'il a son petit côté rosé. Il a son petit côté rosé. Et donc on pourrait imaginer là que c'est pas mûr. Et pourtant... déjà, c'est plein de saveurs. Non, c'est plein de saveurs. Et c'est dommage parce que sur les étals des marchés, les gens les choisissent pas parce que comme ils ont l'air pas mûrs, les gens préfèrent les abricots qui sont bien orange et tout ça, alors que c'est ceux-là qui ont le plus de goût. Demandez à votre primeur qui vous commande des rosés de Provence. C'est les meilleurs. C'est toujours les meilleurs. On est sur un vrai bijou, un vrai trésor. Ouais. Loin des standards habituels, cette variété rustique avait quasiment disparu. Elle a été sauvée grâce aux derniers artisans confiseurs de Provence. Ce qui menace cette variété d'abricots, c'est le fait qu'en fait, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui exploitent ces abricotiers. Il y a beaucoup moins de terres. Hein. Le village, là, La Penne, c'était connu pour les abricotiers et tout ça, et maintenant, on est vraiment de moins en moins. On doit être 3 agriculteurs à vraiment avoir des terres, et sinon, sur la route, tout le long, on voit, il y a des terres abandonnées, il n'y a que ça. Cette récolte est entièrement réservée pour Pierre. Ouais, super. Laetitia est ainsi devenue la fournisseuse exclusive de tous les artisans confiseurs de la région. On les cueille un petit peu avant la maturité, parce que pour le confisage, on a besoin d'un abricot un peu ferme et tout, donc évidemment, il ne faut pas qu'il soit trop mûr, et c'est le top pour nous. C'est en faisant découvrir les fruits confits, et notamment les abricots, là, qu'on peut montrer les merveilles qu'on peut faire avec ce produit. C'est sûr qu'il faut se battre pour le préserver. Quand on est là, quand on voit où est-ce qu'ils sont cueillis, où est-ce qu'ils sont ramassés, cultivés, c'est formidable. Moi, ça m'inspire vraiment. On essaye de faire une pâtisserie qui ressemble à ce lieu, le Ventoux, derrière, ce petit champ, c'est seul au monde, quelque chose de brut, complètement brut. Notre pâtisserie, je veux qu'elle ressemble à ça. À peine cueillis, les abricots sont livrés chez Pierre pour être transformés. Une fois dénoyautés, les fruits sont blanchis au poêlon. Là, tu vois, ceux qui dépassent, voilà, impec. Là, on est bien. Dans la région, ils ne sont plus que quelques-uns à réaliser ces gestes. Pour Pierre, il est essentiel de continuer à former des apprentis. Tiens. Alors regarde, tu vois, on les prend, on les retourne et on pique la base. Et en fait, tu vois, ces petits trous vont servir à ce qu'on appelle l'osmose. C'est-à-dire que ces petits trous vont aider le fruit à cracher son eau et le sucre à bien pénétrer la chair. Avoir un fruit confit qui a du goût, qui a gardé son acidité, puis sa forme, ça, c'est un vrai savoir-faire. Et c'est notre patrimoine gourmand carpentracien. Alors, tu vois, là, c'est la mise au sirop. Et alors, pas plus. Tu vois? Okay. On dit qu'on les tient courts. Donc là, pas plus pour le moment. Pas plus de sirop. Okay. Feu pas trop fort quand même. Délicatement, les abricots passent dans 7 bouillons successifs. Voilà, là on uniformise, tu vois, là, le bouillon. Et là, donc, des bains plus ou moins concentrés en sucre, entrecoupés de périodes de repos. On peut abîmer le fruit. Comme il est chaud, c'est là qu'il est fragile. C'est là toute la difficulté de cette alchimie complexe
qui voit l'eau du fruit remplacée par du sirop de sucre. C'est beaucoup plus épais que celui de tout à l'heure. Vient enfin le glaçage traditionnel pour plus de brillance. Tous nos fruits, on va les enrober de ce sirop opaque, qui est du sirop qui va recristalliser. Et là, le fruit confit est prêt. On conserve pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Fruits confits, c'était pour ça qu'on faisait des fruits confits. C'était pour conserver des fruits, parce que les vitamines sont conservées, d'ailleurs. Ils gardent leurs nutriments. Normalement, c'est interdit de se lécher les doigts. Mais là, on a le droit. Pierre et son père ont un rituel. Déguster les premiers fruits de chaque saison. Comment tu trouves? Il est pulpeux, et ça colle pas aux dents, c'est parfait. Tiens. En fait, ce qui est surprenant, c'est justement la coque qui est juste croquante autour et qu'on a quand même encore la chair un peu plus dure et juste le cœur en fait, de l'abricot vraiment fondant. Et je pense que c'est difficile de ne pas tomber amoureux de ce métier. Même si on s'attelait qu'aux fruits confits, il y a les saisons. Le janvier, c'est la clémentine. Après, on attaque les fraises. Après, c'est l'abricot. Au mois de juillet-août, c'est le melon. Après, il y a les figues. C'est jamais pareil. Chez les Jouveaux, on passe de la pâtisserie aux appartements privés par un simple escalier. Mais poussez-nous! Papa. Qui est-ce qui veut une petite viennoiserie? Moi. Il a toujours habité ici, en haut des escaliers. Voilà. On est né donc ici. On a toujours vu nos parents travailler, on les voyait toute la journée quand on descendait à la boutique, on les voyait. On continue, on vit toujours là, en dessus de la pâtisserie. On leur transmet l'amour de notre métier parce qu'ils nous voient nous régaler et nous, on voyait nos parents se régaler en fait. Et en espérant que ça leur plaise, parce que c'est un métier qui rend heureux, ça fait plaisir de faire plaisir en fait. Des clients qui arrivent avec le sourire tout le temps, c'est une chance. C'est une vraie chance. Tu vas passer en quelque chose? Le lendemain matin, à 200 km au sud de Carpentras, Pierre embarque pour Porquerolles. Notre pâtissier espère trouver un nouveau fruit à confire sur cette île préservée. Porquerolles, j'aime tout. Les plages qui sont restées magnifiques. Et Porquerolles reste une petite île. Il n'y a pas de voiture, les gens sont à pied. C'est très familial. C'est des enfants qui peuvent jouer de partout. Et on va se ressourcer à Porquerolles. Aller dans les Seychelles ou je sais pas où, pourquoi? Il y a Porquerolles. Considérée comme l'un des joyaux du Var, Porquerolles est la plus grande des îles d'Hyères. Cet espace naturel particulièrement bien conservé cultive le goût de la Provence. Au centre de l'île, on trouve un véritable trésor. Un verger conservatoire de 17 hectares. Il rassemble 250 types de figuiers collectés aux 4 coins de la Méditerranée depuis 1979. Donc on a vraiment une multitude de variétés. On en a des petites qui seraient certainement aptes à être confites. Sylvia Lochon-Manceau et Bruno Bernazzo veillent sur cette collection unique en France. De la bourge à sotte noire, la colle de dame blanc, la longue doute, la goutte d'or, petite figue jaune. Nous avons la madeleine des 4 saisons également. Madeleine des 4 saisons, c'est Madeleine joli, des ça. 4 saisons. Quelle figue on pourrait confier? Son nom français, c'est figue miel. Figue miel. Oh, c'est plus joli. Donc c'est une petite figue précoce. Visuellement, parce que bon, quand on fait un fruit confit, il faut penser à l'évolution de la couleur du fruit. Mais là, je pense que la couleur pourrait vraiment être belle. Ces petites rainures là, c'est beau ça. Hein. Voilà, là c'est juteux. C'est juteux, c'est luisant. Ah ouais. Donc un joli grain, hein, vous voyez. Donc, mais c'est tout petit. On dirait un bonbon. Un petit bonbon. Ah ouais, c'est plus petit, c'est plus concentré.
c'est parfumé, c'est vraiment... Je suis persuadé que ça se confierait très bien. Ces variétés en voie de disparition constituent un patrimoine inestimable. Pour les préserver, le verger conservatoire dispose également d'une banque de semences, un véritable coffre-fort de la biodiversité. On a eu une mission première, c'était de valoriser les plaines de l'île de Porquerolles, donc la lutte contre les incendies, et également donc, de pouvoir créer ici un vivier de ressources génétiques qui soit la vitrine en fait, de toute la Méditerranée. C'est comme une banque de ressources génétiques. Et si on a un événement extérieur qui arrive, un aléa, que ce soit un nouveau ravageur, une nouvelle maladie ou le changement climatique sur lequel là, on se penche, eh bien, c'est très important d'avoir une palette de variétés qui va peut-être nous permettre de retrouver parmi tous ces génomes, tout cet ADN différent, quelque chose qui va être adapté à un changement. Panaché. Elle est magnifique, hein. Ça, cette variété, moi, je ne l'avais jamais vue. Pierre enchaîne les découvertes, des couleurs et des saveurs originales. Ouais, elle est parfaite. Ouais, c'est confit déjà. C'est déjà confit. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire, en fait. Un taux de sucre. Ah oui. Je ne saurais pas dire laquelle est ma préférée. C'est la diversité. C'est ça. Mais ça me donne vraiment envie de, en plus de faire des fruits confits, de les travailler, de faire des essais de tartes, comme ça changerait. Me dire, tiens, on va faire une collection de tartes en suivant les collections de figuiers de Porquerolles. Ah oui, voir ces fruits, c'est complètement inspirant. C'est un goût de Provence. C'est ça que j'adore, en fait, c'est la variété. Ici, il n'y a rien de monotone. Où qu'on regarde, c'est différent. Qu'on soit au sommet du Ventoux, qu'on soit dans les monts du Vaucluse, c'est une diversité qui est incroyable. La région Provence, pour ça, c'est quand même une région qui est extraordinaire.